Nous avons déjà étudié le disque intervertébral. Cette courte vidéo a pour objectif d'analyser les tensions subies par les fibres de l'anneau au cours des différents mouvements de la colonne vertébrale. Donc, les fibres de l'anneau sont représentées sous la forme de ces traits verts, fibres très légèrement élastiques chez le sujet jeune, fibres qui vont donc ceinturer le noyau situé donc au centre du disque intervertébral. L'anneau est constitué d'une dizaine de lamelles concentriques, c'est-à-dire ayant le même centre, si l'on considère que c'est un cercle, et on voit sur cette séquence que les fibres de cette lamelle sont très obliques dans un sens. La deuxième lamelle présente des fibres obliques, très fortement obliques, mais dans l'autre sens. À son tour, la troisième lamelle voit l'obliquité de ces fibres s'inverser par rapport à celle de la deuxième lamelle. Et ainsi, l'obliquité des fibres s'inverse, mais également se réduit jusqu'à la périphérie où les fibres deviennent verticales. On voit ici ces fibres verticales. Et on voit ici les fibres les plus centrales, beaucoup plus obliques. Ainsi, l'anneau est donc constitué d'une dizaine de lamelles solidement unies, du moins chez le sujet jeune. Voyons maintenant le noyau et ses déplacements sur les corps vertébraux et les conséquences de ces déplacements sur la tension des fibres de l'anneau. Tout d'abord dans une rotation axiale, c'est-à-dire une rotation qui s'effectue suivant l'axe de la colonne vertébrale, c'est-à-dire suivant un axe vertical. On voit que les processus articulaires ne sont pas représentés sur ces deux vertèbres, de manière à simplifier le croquis, et on voit également donc une vertèbre qui réalise une rotation, alors que le noyau reste fixe au centre du corps vertébral. Bien évidemment, si deux vertèbres se déplaçaient, le phénomène serait comparable. Lors d'une flexion, l'avant de l'anneau est écrasé, donc les pressions sont élevées. L'arrière de l'anneau se distend puisque les corps vertébraux s'écartent. Le noyau va donc être repoussé de la zone où les pressions sont les plus importantes vers la zone où les pressions sont les moins importantes. Il est repoussé, rejeté vers l'arrière en flexion et par conséquent, le noyau va tendre fortement les fibres postérieures de l'anneau. En extension, c'est un phénomène comparable et le noyau est repoussé vers l'avant et tend les fibres antérieures de l'anneau. Lors d'une inclinaison, le noyau est repoussé du côté opposé à l'inclinaison et va donc tendre les fibres opposées à l'inclinaison. La tension des fibres, quel que soit donc le mouvement réalisé, va ramener les vertèbres dans leur position initiale. Voyons maintenant de plus près le comportement de ces fibres, toujours symbolisé par ces traits verts. Lors de la rotation, on voit que les fibres situées dans le sens de la rotation se tendent. Cette tension est symbolisée par des traits très fins. Tandis que les autres fibres, qui ne sont pas dans le sens de la rotation, vont se détendre et ce phénomène est montré, symbolisé par des traits beaucoup plus épais. Mais on va observer que lorsqu'elles se tendent, les fibres vont écraser le noyau et par conséquent, le noyau va s'aplatir. Et en s'aplatissant, il va augmenter la tension des fibres qui le ceinturent. Donc cette tension va s'ajouter à la tension liée aux rotations proprement dites. C'est ici une rotation
montré dans l'autre sens. Sur cette vue plus supérieure, le phénomène apparaît de manière plus évidente encore. Les fibres dans le sens de la rotation se tendent, les autres fibres se détendent, le noyau s'aplatit, et la tension des fibres qui le ceinturent augmente. Lors d'une flexion, le noyau donc est repoussé vers l'arrière, distant les fibres postérieures déjà distendues sous l'effet de cette flexion, puisque l'espace entre les corps vertébraux en arrière augmente, tandis qu'il se réduit en avant. Lors d'une extension, c'est le phénomène inverse. Les fibres se tendent en avant et cette tension est encore augmentée par un noyau repoussé vers l'avant. Phénomène comparable lors de l'inclinaison. Les fibres se tendent du côté opposé à l'inclinaison et cette tension est encore augmentée par le noyau repoussé du côté opposé à l'inclinaison. En résumé, les déplacements du noyau sur le corps vertébral vont augmenter la tension des fibres et cette tension va se cumuler avec la tension engendrée par les déplacements des vertèbres les unes par rapport aux autres. Le problème, c'est que ces tensions peuvent également se cumuler lors de mouvements associés. Nous réalisons assez rarement des mouvements purs, sur des mouvements de flexion-extension purs, des mouvements d'inclinaison ou de rotation purs. Nous réalisons des mouvements tout au long de notre vie quotidienne, sportive ou professionnelle, des mouvements où les flexions, les extensions sont associées à des mouvements de rotation ou bien associées également à des mouvements d'inclinaison. Et d'autres facteurs peuvent augmenter également ces tensions. Par exemple, lorsque le sujet porte une charge lourde qui va écraser le noyau, donc le noyau aplati va encore augmenter la tension des fibres qui le ceinturent. En outre, lors de certains mouvements, le tonus musculaire peut également augmenter et ainsi accroître l'écrasement du noyau. On comprend donc qu'au cours de notre vie quotidienne, tout autant qu'au cours de notre vie professionnelle ou sportive, les facteurs d'augmentation de tension des fibres vont pouvoir se cumuler jusqu'au moment où le seuil de résistance de ces fibres sera dépassé. Par conséquent, soit les fibres s'arracheront des plateaux vertébraux, soit elles se déchireront, et on imagine que ces lésions des fibres constitueront donc un risque de lésion de l'anneau, et comme nous l'avons vu, un risque de lésion pour le noyau, puisque anneau et noyau jouent des rôles indissociables et que l'un protège l'autre. Nous reverrons toutes ces notions lors de l'étude des traumatismes et du vieillissement de la colonne vertébrale.